Bonjour et bienvenue dans l'émission À part égale, l'émission du réseau Parité du groupe La Poste. Et j'ai aujourd'hui la joie d'accueillir Jean-Claude Esther. Jean-Claude Esther, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué départemental à l'égalité femmes-hommes dans la Somme, dans les Hauts-de-France. C'est ça. D'ailleurs, c'est un poste, vous avez été longtemps le seul homme, mais je crois que maintenant vous êtes deux. C'est ça, c'est un poste qui est essentiellement porté par les femmes. On pourrait se poser la question pourquoi, mais en tout cas, c'est rare d'avoir un homme délégué départemental aux droits des femmes, c'est vrai. J'ai envie d'ailleurs de vous poser cette question, qu'on a certainement dû vous poser. Est-ce que l'on peut être un homme et s'engager en faveur de la parité, selon vous? Ah bah, heureusement, aucun doute. Ça dépend avec quelle casquette vous me demandez ça. Si c'est en ma casquette professionnelle de délégué du préfet, oui, évidemment, puisqu'on applique une politique. Et la politique, j'ai coutume à dire, devant vous, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, mais il y a un fonctionnaire qui applique une politique. Oui, oui. Et si c'est à titre plus personnel, parce qu'évidemment, tout ça se croise, évidemment que on doit tous et toutes être féministes, c'est-à-dire être conscients qu'il faut se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour continuer là-dessus, c'est évidemment un combat qui a son histoire, le combat féministe, mais dans l'histoire, on en est aujourd'hui à un moment où on se dit que tout ça profite autant aux hommes qu'aux femmes. Et évidemment que le combat féministe est aussi un combat pour les hommes, sans que les hommes se substituent au combat des femmes, mais en assumant le fait que les progrès pour l'égalité profitent à tous. Et puis on se dégage de les histoires de virilité toxique et tout ce qu'on peut se priver quand on est un homme au nom des injonctions de la société, quoi. Les sujets d'égalité, nous, à La Poste, c'est vrai qu'on fait très attention à ça. Évidemment, on a 240 000 personnes, des femmes, des hommes. D'ailleurs, on a 52% de femmes, donc on a un peu plus de femmes. Mais on sent que les enjeux se situent à tous les niveaux. Et c'est vrai que cette égalité, vous le dites très justement, et je sais que vous avez été très engagé dans le sujet de l'égalité au sens large depuis votre tendre enfance, j'ai envie de dire. Oui, expliquez-nous un peu d'où ça vient. Toute ma carrière, finalement, a été marquée par le fil rouge de l'égalité. Et évidemment que ça vient probablement avec le recul, on se le dit, de l'enfance, c'est d'avoir été élevé dans une banlieue populaire qui était déjà avec beaucoup de diversité présente. Et évidemment qu'on prend le goût de rencontrer l'autre dans ses différences et dans nos points communs, et de se dire, après, quand on va un peu à l'extérieur et qu'on subit des injustices, parce que le copain a telle peau, parce qu'il est coiffé comme ça, parce que la copine et rentre pas dans la norme, on vit ça comme une injustice parce qu'on a vécu dans un monde où on s'acceptait dans nos différences diverses. Donc, je crois que très très tôt, le combat pour l'égalité est venu du fait d'être effectivement avoir eu la chance d'être élevé dans un milieu très divers. Ça m'a guidé avec le recul comme une nécessité, quoi, se battre contre cette forme d'injustice qui est celle de nier comme ça l'égalité, quoi. Le combat contre l'injustice, et c'est vrai que nous, c'est vraiment moi je prends souvent ce sujet, je dis l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est un sujet d'humanisme, d'humanité, d'égalité, de justice sociale, ce que vous dites, très justement. Et effectivement, souvent on a ces débats, enfin on entend, mais peut-on être légitime quand on est, par exemple, une femme blonde pour défendre le racisme? Et du coup, est-ce qu'on est légitime en tant qu'homme pour s'engager sur la parité? Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui dans l'entreprise qu'on entend, on entend une petite voix qui dit, il y a un peu la gender fatigue, mais on fait tout pour les femmes, et nous, les hommes, on est laissés de côté. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes et aux femmes sur ces sujets? Pourquoi faut-il incarner les gens pour lesquels on se bat? Par exemple, moi, je suis délégué aux droits des femmes, on me dit, et je raconte souvent qu'on ne demande jamais à mes collègues de la jeunesse et les sports d'être jeunes et sportifs. C'est vrai. Pourquoi? Parce que sur la femme, il faudrait l'incarner. Voilà. Ce qui compte, c'est vrai pour tout, c'est pas d'incarner, c'est quelles actions on mène. Moi, j'ai travaillé beaucoup aussi sur la question de la lutte contre les discriminations, de l'écoute de toutes les diversités. Il n'y a pas besoin de ressembler aux personnes. Ce qui compte, c'est la capacité d'écouter et la capacité d'agir concrètement pour transformer les choses. Alors, et sur les questions de parité, c'est ça qui compte. C'est quelles actions on mène pour régler les choses. Et si on est dans une entreprise comme La Poste, ce qui compte, c'est bien d'avoir des affirmations.
Mais ce qui compte, c'est effectivement comment on fait sur l'évolution de salaire, comment on fait sur l'évolution de carrière, comment on recrute différemment, comment on réfléchit au management. Donc ça, je pense que, c'est la base. Et 2, c'est vrai que au-delà des fonctions qu'on peut avoir les uns et les autres, on est aussi vu et on a notre histoire qu'on porte par 1000 manières, par nos attitudes, par notre langage corporel, etc. Bon, donc la question, si on est là sur l'égalité femmes-hommes, c'est clair qu'en tant qu'homme, je me positionne, comme on le dit ailleurs, comme allié. C'est-à-dire, et surtout quand on est sur une fonction où il y a une dimension de représentation comme la mienne, moi je parle pas au nom des femmes, je porte pas la cause des femmes, je porte une politique publique et si je prends la parole, je fais toujours attention d'être allié des femmes, d'être aux côtés des femmes, mais ne pas faire ce qu'on appelle le mansplaining, c'est-à-dire je parle à la place d'eux et puis d'un seul coup il y a 10 femmes et puis on va dire oui mais regardez l'homme aussi il est voilà. Donc, non. On entend souvent ça, oui c'est vrai. Eh ben, ça, c'est pas vous votre quotidien, mais moi, notamment sur des sujets plus graves comme les violences, on dit, à un moment, on va dire, oui, mais les hommes, vous savez, 10%, les hommes aussi. Là-dessus, je raconte toujours un peu la même chose, c'est de dire, on est dans une société telle qu'elle est aujourd'hui, où les hommes ont toute leur place partout. Pas d'inquiétude. Les hommes dominent les directions de toutes les entreprises et des administrations globalement, même si on a eu une femme première ministre et on a des ministres, mais voilà, mais dominent. Dans toute notre société, tout est organisé autour de l'homme. Donc il y a encore énormément d'espace. Donc si on libère des espaces et si des espaces sont pris par les femmes pour affirmer toutes leurs paroles et leurs spécificités, laissons-leur pleinement. Déjà, et 2, n'allons pas porter des combats qui sont sans proportion avec l'état actuel de notre société qui reste très patriarcal. Oui. Ça va. Alors, il ne s'agit pas il y a des moments où les hommes sont en situation de minorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Clairement, sur les questions de violence intrafamiliale, violence conjugale, évidemment qu'il y a aussi des hommes qui meurent dans ces situations, une dizaine par an. On est à une centaine de femmes. On n'est pas dans les mêmes proportions. Il ne s'agit pas de nier des réalités et puis les cas. Mais se battre pour l'égalité, c'est un combat qui positionne l'homme autrement. C'est vrai qu'après, on est avec des enjeux où où les codes bougent, où les lignes bougent, et ça oblige chacun à changer de posture. Oui. Et ça, je comprends que ça puisse déstabiliser quand on a eu un modèle familial, qu'il faut aujourd'hui réinterpeller. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, enfin nous en tout cas on a un réseau parité, il y a autant d'hommes que de femmes, hein, donc on essaye en tout cas et ce sont des hommes comme vous qui sont engagés, qui disent on est des alliés et on ne se sent pas en risque ou en tout cas à perdre quelque chose finalement, puisque c'est quand même la compétence qui prime et d'ailleurs la compétence, vous l'avez dit vous très justement, vous êtes positionné sur ce poste qui est plutôt occupé par des femmes, parce que vous avez dit mais j'ai tout à fait les compétences pour... Tout mon parcours professionnel m'a amené là et finalement mon histoire, sans même que je m'en rende compte, elle m'a amené à occuper ce poste. Et c'est ce qu'on essaye de montrer à travers du réseau parité, c'est qu'on soit un homme ou une femme, si on a les compétences pour et qu'on a envie d'y aller, on doit avoir les mêmes chances d'y aller. C'est un peu ça en tout cas qu'on essaye de montrer. Mais on est un peu dans le vie-ma-vie. C'est-à-dire que moi, je suis en situation d'expliquer, vous savez, je suis sur ce poste, mais c'est parce que je suis compétent. Exactement. Avouons que ça, c'est pas toujours le quotidien d'un homme qui a été recruté, c'est à coup sûr le quotidien des femmes quand elles atteignent des postes à responsabilité. Il va falloir, en petite musique, qu'elles expliquent qu'elles sont effectivement compétentes, qu'elles négocient le fait qu'elles sont promues, mais pas pour autant en faisant 2 ou 3 postes, et puis effectivement qu'elles n'ont pas eu besoin d'agir sur leur charme, et que c'est pas la féminité, ni même les enjeux de parité, que c'est des compétents. Bien sûr. Je parle sous votre contrôle, mais je pense que les femmes sont tout le temps en train d'être dans cette justification directe ou avec cette petite musique derrière. Exactement. Évidemment, quand on a été élevé comme un petit garçon, on nous a toujours appris à prendre notre place et de trouver ça normal que de progresser, etc. On a cet héritage-là. Alors effectivement, ça oblige certainement des deux côtés les femmes à assumer le fait de prendre les choses sans avoir à se justifier, et puis les hommes, y compris dans leur recrutement, dans la manière de voir arriver quelqu'un dans un encadrement supérieur, de ne pas se polluer par des arguments prétextes qui nieraient le fait de la compétence.
mais ça oblige à ce que l'organisation soit quand même garante de ça. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que dans le process de recrutement, que c'est bien en fonction des compétences que les choix ont été faits. Bien sûr. Si c'est le fait du prince ou de la princesse, ça marche pas. Bien sûr. Voilà. Donc c'est d'abord une confiance en l'organisation, et puis après, il faut que chacun accepte de se retrouver dans le cadre professionnel sur de la compétence et de la relation professionnelle, rien d'autre. Jean-Claude, vous avez parlé des stéréotypes de genre. On essaye vraiment de lutter contre ça, en tout cas au réseau Parité notamment. On essaye de travailler, de faire prendre conscience aussi, parce qu'on a des stéréotypes inconscients, on en a tous. On a des biais de par notre enfance, comme vous le disiez. Et sur les compétences, on essaye, en tout cas, dans nos appels à candidature, à mettre tous les postes, par exemple directrice ou directeur, assistant ou assistante, etc. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques d'autres entreprises, parce que vous êtes très engagé sur le sujet, ou d'inspiration, vous pourriez nous donner des clés sur lesquelles on pourrait aller, pour aller plus loin et vraiment permettre cette parité à tous les niveaux? En fait, sur ces questions-là, je pense qu'il y a différents niveaux. Il y a d'abord comment on met des procédures, voilà, très démarche qualité, qui garantissent l'égalité de traitement. Oui. Ça veut dire, par exemple, dans un recrutement, comment on objective le recrutement en neutralisant tout ce qui peut être appréciation subjective et est-ce qu'il faut pour telle formation un BTS technique, oui, non, est-ce qu'il faut de l'expérience, pourquoi il faut de l'expérience, pourquoi on réclame ça, est-ce qu'il faut des compétences et des règles, et comment on les évalue, comment on les note et comment on traduit ça dans une grille, puis dans l'entreprise. C'est finalement très, très rigoureux. On se centre sur les compétences et sur rien d'autre. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que en se disant ça, on n'est pas que sur l'égalité femmes-hommes, on est sur l'ensemble des critères de discrimination. Donc, d'abord, les bonnes pratiques, c'est d'abord comment sur l'ensemble du process, on prévoit des règles. Et après, c'est une question de posture, une question de culture, où finalement, c'est comment on apprend à être dans une posture d'écoute toujours un peu distanciée. L'exemple type, c'est l'humour. Moi, j'aime bien rire, j'aime bien faire des blagues et tout ça, évidemment. Et j'aime bien même faire des compliments. Ouais. Voilà. Ouais. Mais un peu, enfin j'espère. Ouais, bien sûr. J'espère un peu. Voilà. Ouais. Et l'humour, par exemple. Et la joie, c'est quand même agréable d'avoir des collègues joyeux, etc. Mais un peu, pour donner qu'un exemple, sans ressemblance avec toute personne dans la salle, mais non, avec deux en plus. Bon, alors la plaisanterie sur une blonde, ça va. 2, 3, ça devient quelque chose qui entretient un stéréotype. On arrête là. Et donc, on dit souvent dans les formations, si on fait de l'humour ou si on s'intéresse à l'autre, on va jusqu'à ce que c'est pas juste se mettre de mon point de vue émetteur. Ce qui compte, c'est comment c'est reçu. Mettre à la place. Voilà, se méfier de ce qui paraît, ce qui a toujours été dit, de tout ce qui a toujours été fait et qui peut avoir des conséquences quand on en prend conscience. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Pardon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, moi, ce que je trouve génial sur le job qu'on fait chacun avec des points de vue différents, c'est on progresse toujours. Enfin, moi, je m'étonne tout le temps de changer de lunettes, de voir des choses que je voyais pas, d'écouter des situations que... Et évidemment, je suis donc toujours mieux connecté aux gens que je rencontre parce que je prends la peine de voir des choses que je n'avais pas pris la peine de voir parce que j'étais conditionné par l'éducation et la société, quoi. Bien sûr. C'est un peu ce qu'on essaye de faire dans notre réseau, c'est d'être, en fait, qu'à tous les niveaux, tout le monde s'infuse petit à petit et il faut se décomplexer aussi sur le fait d'avoir des stéréotypes. Je pense que vous en êtes d'accord parce qu'on en a tous. On en a tout le temps, voilà. Et ça, c'est pas bien grave. sûr. Et on est le produit de son époque. Exactement. Aussi. Et je trouve que c'est intéressant, collectivement, de se dire comment je mets à distance ces informations, et puis comment on construit tous ensemble une culture. Et aujourd'hui, la culture, on sent, elle s'impose à nous. C'est oui, aujourd'hui, par exemple, le mot féministe était, enfin on a encore ça chez les était péjoratif. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il peut être même, par contre, vidé de son sens. Exactement. Moi, je trouve que il faut assumer. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que vous faites dans le réseau Parité, mais c'est assumer d'être féministe au sens on se bat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et on se bat. Ça veut dire que c'est pas gagné. Ça veut dire aussi qu'il y a des forces contraires. Il y a des forces contraires chez les femmes. C'est chez les femmes aussi, bien sûr. Vous avez raison, chez les femmes aussi. Le combat féministe est un combat qui vient de loin.
qui concerne tout le monde et qu'il faut assumer. Merci de le dire comme ça, parce que c'est vrai que déjà, c'est rare d'entendre des hommes encore, et même des femmes, vous avez raison. Effectivement, moi, je rencontre pas mal de monde, et souvent, même quand je rencontre des femmes, le premier objection, le premier sentiment qui est donné, c'est de dire « Oh là là, moi, je suis pas féministe, oh là là, je suis pas concernée ». Et quand on parle, en fait, tout le monde est concerné. Et tout le monde a y gagné. Est-ce que vous ne pensez pas d'ailleurs qu'à travers ces débats et les jeunes générations qui poussent plus quand même pour prendre conscience, cette parole qui se libère, les hommes peuvent aussi prendre des congés paternité, sont un peu plus décomplexés sur le fait on a le droit de pleurer parce qu'on est sensible, parce qu'un film voilà, nous est un peu plus romantique. Ou, les hommes peuvent se permettre des choses qu'ils n'osaient pas aussi, non ? Bien sûr. Déjà, d'une façon générale, on gagne tous dans un monde où on est régi par l'égalité, par le respect de l'altérité, voilà, c'est quand même ça le bien vivre ensemble. Et j'allais dire, je serais pour la République. Je veux dire, comment la fraternité qu'on pourrait revendiquer aussi au nom de la sororité, c'est aussi de dire ça, c'est qu'on prend intérêt à rencontrer l'autre, à l'accepter tel qu'il est ou telle qu'elle est, et ensemble on peut porter quelque chose de plus fort autour des valeurs de liberté, d'égalité. Enfin, on peut se le dire de temps en temps que c'est notre modèle français. Et puis oui, on y gagne tous. Alors ça quand même, il faut se le dire. Il faut se dire deux choses. Évidemment que les hommes gagnent au combat de l'égalité. Alors, dit comme ça, c'est à moitié vrai. Oui. Parce qu'ils perdent les postes. Un jour ou l'autre, il faut appeler un chat un chat. Faut se Dans le un monde où... Faut se le dire. Alors, il y a encore... Notre président, il assume ça. Il dit, à un moment donné, où, voilà, on va favoriser peut-être des femmes compétentes. À compétences égales. Voilà. Ou plus compétentes. Ou plus compétentes. Exactement. Exactement. Voilà. Mais après, on y gagne. Quand même... au nom de toutes ces valeurs finalement patriarcales d'entreprise, etc. Quelle tristesse toutes ces jeunes pères qui n'ont pas vu qui n'ont pas établi la relation à l'enfant au moment de la naissance. C'est quand même beau cette histoire de congé paternité qui se développe en France, et voilà, tout le monde a y gagné. D'avoir des relations dans l'entreprise qui soient pas sur des relations à l'ancienne, de séduction, de rapport homme-femme importés qui ne rendent pas les relations efficaces. Et puis d'une façon plus générale, quelle bêtise. Et je pense que la jeunesse pousse beaucoup là-dessus, on le voit bien, en disant c'est fini le temps où par une injonction de société, je vais me priver d'avoir de l'expression sensible ou le droit à la famille ou le droit de faire des choses sous prétexte que c'était pas ma case, quoi. Oui, tout à fait. Donc je pense que ça, c'est potentiellement un progrès. Et et moi, je crois en la jeunesse là-dessus. Mais n'oublions pas que tout mouvement, on est une forme de révolution. Exactement. Mais tout mouvement implique aussi ses résistances. Exactement. Ce qu'on appelle le backlash, le virilisme, je sais pas vous, mais le nombre d'hommes qui deviennent agressifs, qui pensent que leur virilité est en cause, que le système, et qu'il faut remettre la femme à la maison, et que chacun... Ça fait peur. Chez les jeunes aussi. Hein. Et oui. Et vous avez vu le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, c'est questionnant quand même. Qui dit il faut revenir à la violence. Eh ben, ça veut dire que, vous disiez à un moment, dans l'entreprise, c'est ce qu'on fait dans l'entreprise, mais aussi en rapport à la société. Ça veut dire qu'on a aussi... Tout ça est politique. On est en train d'accompagner un changement sociétal, qui concerne l'entreprise, qui concerne l'ensemble de la société. Et c'est intéressant d'avoir des entreprises comme La Poste qui sont comme ça, qui essayent de faire bouger, qui font avancer les choses pour que ça se diffuse. Mais effectivement, c'est un combat collectif de dire, aujourd'hui, c'est une grande cause. C'était la grande cause nationale depuis 2 mandats. C'est pas rien. C'est pas juste une affirmation politique ou juste un cap. C'est se dire... collectivement, qu'on soit administration, qu'on soit entreprise, qu'on soit association, qu'on soit politique, qu'on soit citoyen, quel que soit notre poste, on ne peut plus supporter d'être dans des situations d'inégalité dans l'ensemble de la vie quotidienne. C'est un monde ancien. Il faut qu'on tente vers un monde nouveau, et ça nous concerne tous. C'est une grande cause nationale, il faut qu'on y aille. Bien sûr. Et des échanges comme on a aujourd'hui, on les aurait pas eus il y a 10 ans. Vrai. Eh ben, là, on est dans, comme ça, c'est ce nouveau mouvement qui nous regarde tous, et c'est extrêmement important parce que on prépare quand même la société de demain, une société qui doit être plus juste, plus solidaire, et du coup qui respecte tout le monde, et notamment la sororité. Ça me paraît essentiel, quoi.
Nous, on y croit beaucoup à la Poste, et c'est vrai qu'on représente la société. On se dit, voilà, oui. des gens issus de toutes origines, qui sont partout présents en France, à l'international, de tous les niveaux. Donc, on y croit beaucoup, et c'est vrai que un des enjeux du réseau Parité, c'est celui-ci. Jean-Claude, est-ce que vous êtes optimiste sur la suite? Oui. Non, mais j'allais dire, je suis optimiste parce que c'est une force en marche. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Évidemment, là, on sent des résistances, il y a des questions qui se posent, mais quand même, quel chemin parcouru quand on reprend l'histoire du droit des femmes. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai mon âge, certes, mais quand je suis né, quand je suis né, ma mère avait pas le droit d'avoir un carnet de chèques. C'est fou. Ma grand-mère est née avant 44 et donc elle n'a pas le droit de vote. Aujourd'hui, le taux d'emploi des femmes est encore 10 points inférieur à celui des hommes, mais à plus de 70%. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Oui. Moi, je me rappelle très bien, dans toute la société, enfin, quand on était plus jeune, et bien sûr, je suis pas canonique quand même, on se demandait, est-ce que c'est bien que la femme travaille? Est-ce que on considérait que ça devait être un second salaire? Est-ce que, enfin, on avait oublié le combat essentiel pour l'autonomie. D'où cette différence salariale qu'on constate encore aujourd'hui. Alors, à la Poste, on a fait vraiment des efforts. On arrive maintenant, les hommes et les femmes, les femmes gagnent un peu plus en moyenne. Enfin, après, voilà, il faut qu'on regarde parce que il y a des, selon les strates, effectivement, comme il faut qu'on arrive à avoir des femmes aussi dans les postes les plus importants. Et donc, ça permettra d'avoir une égalité parfaite à tous les niveaux. Mais effectivement, on se traîne cette histoire aussi, comme vous disiez, d'un second salaire, d'un salaire d'appoint, d'un salaire moindre, d'un emploi un peu moins important, même si elles faisaient les mêmes choses. Hein. Alors, mais bien sûr, bien sûr. Alors, oui et non. Parce que du coup, aujourd'hui, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, c'est le rapport au temps partiel. Oui. Avec l'idée qu'on est encore dans la représentation que pour élever un enfant, eh bien, c'est plutôt la femme qui doit se mettre à temps partiel et renoncer à une partie de sa carrière. Pourquoi pas, si c'est un choix plein et entier. Mais si c'est en fait parce que collectivement, on ne sait pas organiser la prise en compte de l'enfant, c'est peut-être avec des crèches, avec des horaires adaptés, avec des entreprises qui s'adaptent, c'est peut-être pas une bonne chose. Oui. Et ça, il y a un enjeu collectif. Tout à fait. Je dis souvent, c'est comme le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Oui. C'est pas que l'histoire de la mère ou du père, c'est aussi comment collectivement on s'organise. Donc le temps partiel, et deux, le type de filière. C'est-à-dire qu'on a une surreprésentation des femmes dans des carrières du social, de l'humain, de la relation, qui, comme par hasard, sont celles qui sont moins payées. Oui. Donc on a ces phénomènes où tout ça, derrière, c'est la représentation qu'on a de la femme. Et en fait, c'est pour ça que travailler à une grosse échelle comme celle de la Poste, je transforme mes stéréotypes, je sors de ça, par les enfants peut-être des postiers et des postières. C'est aussi se dire, oui, tu peux être aussi sur un poste traditionnellement, tu peux aller dans des carrières scientifiques, tu peux aller dans des carrières qu'on attribue aux hommes. C'est fini stéréotype. Et tu peux être un homme et vouloir t'occuper d'enfants, de personnes âgées et d'être dans les ressources humaines. C'est pas, voilà. Exactement. Il y a des enjeux collectifs. Et tout ça rend positif parce que oui, c'est une force en marche où les femmes et les hommes gagnent, et on a une conscience de dire, je crois collectivement, que les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes sont importants. Mais il faut aussi se poser la question à l'échelle du monde. Ah oui. Quand même, comment pas penser aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes. Il y a des très beaux reportages là récemment, notamment sur les femmes iraniennes, les femmes afghanes, effectivement. Quand on regarde quand même dans l'histoire, il n'y a pas longtemps, ces femmes-là étaient habillées comme moi. Aller à l'école, les petites jeunes femmes. Et qu'est-ce qu'on fait? On enferme les petites filles, on les prive d'éducation, on les remet dans la sphère privée. Donc ça veut dire aussi que quand on se bat pour dire une femme est en situation de travail et pas condamnée juste à s'occuper des enfants, même si elle y prend du plaisir, c'est pas que sa responsabilité, c'est une responsabilité collective. On a aussi un modèle qui est le nôtre et qu'on doit pousser pour affirmer ce modèle républicain. Je crois que c'est un enjeu du réseau. Vous parlez du modèle, Jean-Claude. Est-ce que vous avez un rôle modèle qui vous a inspiré? Mais je sais pas vous, moi,
je le vois dans mes expériences sur le terrain. J'aurais presque envie de dire, moi, quand on fait des expositions, des rencontres, moi, je suis toujours bluffé par les femmes qu'on peut rencontrer, comme ça, comme on le fait aujourd'hui, qui commencent toujours, alors quasiment toujours en disant, vous savez, moi, je vois avec le préfet, monsieur le préfet, je suis pas, je mérite pas, enfin, c'est pas si intéressant que ça. Ils vous racontent des histoires d'engagement, de capacité à porter, à développer, à se battre contre des difficultés, à être solidaire, qui me bluffent tout le temps. Et je veux pas essentialiser, ce serait contraire à tout ce que j'ai dit, les femmes en tant que telles. Mais moi, je suis surpris de toutes ces héroïnes du quotidien qui font bouger les choses de façon incroyable, avec une énergie forte. Et où là, il y a le biais féminin, c'est que toujours dans la discrétion, en se mettant en second plan. Ça, il faut que ça change, il faut qu'on donne à voir. Merci beaucoup, Jean-Claude Essert, c'était vraiment passionnant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Réseau Parité 1-1 du groupe La Poste.